à ce conflit, mais aussi aux tensions agroalimentaires générées par ce que l'on appelle ces derniers jours, vous le savez, la guerre du blé. On va en reparler évidemment tout au long de la matinée. C'est Sergueï Lavrov que vous voyez sur la gauche de votre écran. Sergueï Lavrov très en colère ces derniers jours parce qu'il ne pouvait pas quitter le territoire russe, visiblement. Il a réussi à le faire, on va y revenir. Et à ses côtés, le ministre turc des Affaires étrangères. Exactement. Mais vu Cavusoglu. On revienne sur une situation qui inquiète, celle de l'usine Azot de Severodonetsk. C'est un site immense, 6 km², un site où sont stockés des produits chimiques dangereux. Il y aurait 800 personnes bloquées à l'intérieur, parmi elles 200 employés du groupe présents pour assurer la protection des produits chimiques hautement explosifs, toujours présents donc sur ce site. De quoi parle-t-on et quels sont les risques? Écoutez l'analyse d'Olivier Lepic, il était notre invité tout à l'heure. Si d'aventure un stock important de nitrate d'ammonium était frappé par un obus russe, et s'il y avait dans cette usine, ce qui est probable, quelques dizaines ou centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, on pourrait assister à une explosion similaire à celle qui s'est produite à Beyrouth. Donc c'est effectivement un risque qui n'est pas négligeable, et ce type d'explosion avec des quantités importantes de nitrate d'ammonium peut avoir des effets relativement importants, mais encore une fois, sans dégâts au-delà de l'environnement immédiat de l'usine et de la ville de Severodonetsk. Voilà pour les risques potentiels dans cette usine Azot qui inquiète évidemment, préoccupe, alors que les combats se poursuivent. Je voudrais qu'on revienne, parce que les choses bougent et c'est aussi notre rôle de vous faire vivre toutes les conséquences, tous les paramètres de ce conflit en temps réel sur LCI, qu'on reparte voir cette conférence de presse qui se poursuit en ce moment entre Sergueï Lavrov et le ministre turc des Affaires étrangères. C'est important parce que la Turquie, qui s'est un peu positionnée comme négociateur face à ce chantage qu'exerce Vladimir Poutine en disant moi je suis prêt en fait à laisser les exportations de céréales ukrainiennes, mais en échange je demande la levée des sanctions occidentales. Eh bien la Turquie juge légitime de lever les sanctions sur les exportations agricoles russes. Vincent. Alors d'abord, l'univers mental du tsar Poutine et du sultan ottoman Recep Tayyip Erdogan est assez semblable au fond. Il s'agit de deux autocrates qui sont à la tête d'empires disparus. Et ça laisse des traces dans la psychologie, dans la mentalité des hommes de pouvoir. La Turquie joue un jeu serré parce qu'elle apparaît, malgré des tiraillements mineurs, elle apparaît comme l'un des rares médiateurs possibles, acceptables par les deux parties. Mais là, je ne parle pas de l'issue de la guerre, évidemment. Je parle d'une question technique. Est-il possible ou pas d'établir des corridors relativement sécurisés pour exfiltrer tout ou partie de la production céréalière de l'Ukraine? Ce que les Nations Unies ont demandé à Ankara, c'est précisément d'envisager cette genre de dispositif, en sachant qu'il y a un vrai souci logistique et sécuritaire. Imaginons que l'on dessine des corridors, qu'il y ait un accord de toutes les parties. Encore faudrait-il résoudre l'hypothèque des mines. Et d'ailleurs des mines, je l'apprenais ce matin, mines marines, mines flottantes, certaines ayant été repérées jusqu'à proximité des côtes turques. Là, je ne parle pas de la partie russe-ukrainienne de la mer Noire, des côtes turques. Donc, je veux dire, c'est une hypothèse. Mais c'est clair que Erdogan, il a montré d'ailleurs dans sa gestion de l'afflux massif de réfugiés syriens, avec une sorte de chantage qui a été imposé à l'Union européenne. Vous payez, je les garde. Vous m'embêtez, je les lâche. Il va essayer de tirer le meilleur profit géopolitique de cette posture assez unique qui est la sienne de médiateur potentiel. Juste, je rappelle cette information qui vient de nous parvenir, parce que vous le voyez, cette conférence de presse est en cours. La Turquie juge légitime la demande de la Russie de lever les sanctions appliquées aux exportations agricoles russes pour faciliter les exportations ukrainiennes. On marche sur la tête. Pardon, en quoi cette demande russe serait légitime? Eux, les Russes, qui bloquent en ce moment l'ensemble des exportations ukrainiennes. Vous savez, après le monde bipolaire, on est passé sur un monde unipolaire et maintenant on va adorer le monde, je dirais, multipolaire avec des pays qui jouent leur carte régionale. Et en fait, ce sont des acteurs régionaux qui ont une vraie importance. Parce qu'il y a un mot qui est très important, c'est le mot Bosphore. C'est qu'aujourd'hui, le maître du jeu, ce sont les Turcs. C'est eux qui bloquent la sortie, si vous voulez, parce que le port de Mariupol, le port d'Odessa, qui sont des grands ports ukrainiens, bien évidemment, c'est pas là que tout passait, mais même les ports russes ont besoin de sortir par le Bosphore. Aujourd'hui, le Bosphore est fermé par les Turcs. Donc il y a une vraie problématique, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, la clé du Bosphore, très concrètement, c'est les Turcs qui l'ont. Et là, je rejoins Vincent à 100%, c'est que globalement, ceux qui ont les cartes en main. Le deuxième point, c'est qu'on voit que tout ça se passe sans les grands, entre guillemets, sans les Américains, sans l'Europe, etc. On est sur un jeu de puissance régionale, et c'est vraiment le monde de demain. Et c'est assez inquiétant, parce que vous aurez la Chine, vous aurez la Corée, vous aurez chaque région va révéler ses propres logiques, et là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, les grandes puissances n'ont pas leur mot à dire dans la discussion qui est là.
Et le deuxième point, c'est qu'en fait, cette discussion, elle ne sera valable que si ils accordent aux Ukrainiens la parité. Parce qu'on voit bien le problème. Le problème, c'est que les Russes ont besoin de sortir pour avoir eux-mêmes accès, parce que leurs ports ont besoin d'exporter leurs produits finis et d'apporter de la matière première. Donc en fait, ils vont négocier, je dirais, une négociation bilatérale avec les Turcs en disant les bateaux russes et les bateaux turcs. Mais on ne peut pas oublier les bateaux ukrainiens. Et malheureusement pour les Ukrainiens, c'est qu'ils ne sont pas concernés par cette affaire-là. Donc en fait, ils vont s'arranger sur le dos des Ukrainiens et en final faire une proposition complètement tordue en expliquant qu'il faut impérativement que l'Europe cesse les sanctions contre eux pour pouvoir réouvrir le port pour les Ukrainiens. C'est un jeu qui est vraiment compliqué et dans lequel, à mon avis, les Turcs et les Russes excellent. Mais justement, j'ai du mal à comprendre le jeu que joue la Turquie en ce moment. C'est le jeu classique d'Ankara depuis plusieurs décennies maintenant. Rien ne peut se passer sans que nous ayons notre ronde serviette au banquet des grands de ce monde. Voilà. Et donc, nous avons une capacité de nuisance, nous avons une capacité de facilitation, mais tout aura un prix. À propos de votre question, Thomas, sur On marche sur la tête, il y a eu cette phrase absolument ébouriffante de Vladimir Poutine lorsqu'il a reçu vendredi dernier Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine. Il lui a dit, 2 points ouvrés guillemets, il n'y a aucun problème pour exporter les céréales ukrainiennes. On parlait d'un pays supposément souverain. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'annexion agricole du potentiel céréalier de l'Ukraine et que c'est lui, Vladimir Poutine, qui sera l'arbitre des élégances sur les modalités d'exportation des dites céréales. Les Russes se servent dans le portefeuille ukrainien, ça c'est complètement clair. Ce que l'on a du mal à comprendre ce matin, c'est ce que cherche véritablement la Turquie qui, on le rappelle, alimente les Ukrainiens en drones tueurs, terriblement efficaces d'ailleurs contre les Russes, et qui défendent ce matin les Russes contre finalement les Ukrainiens. Merci pour ma question, Thomas. On évoquait... Parce que j'ai pas de réponse, c'est pour ça. Excusez-moi. Un paradoxe dans le paradoxe. On évoquait l'importance stratégique du détroit du Bosphore. C'est par le détroit du Bosphore que passent les cargos céréaliers qui vont alimenter Bachar el-Assad, protégé de Vladimir Poutine ô combien, et qui vont donc accoster sur le port de Latakia pour fournir ce sinistre individu, l'héritier Assad, en céréales et le prémunir d'émeutes de la faim ou de tensions internes. Donc voilà, c'est l'idée qu'aujourd'hui, une véritable puissance, en tout cas telle que Erdogan la conçoit, elle doit avoir plusieurs fers au feu, et elle joue sur toute cette gamme en fonction de ses intérêts à l'instant T et de ses intérêts à long terme. Et donc, effectivement, d'ailleurs, au passage, et je termine là-dessus, quand vous regardez les relations tumultueuses entre Ankara et Moscou, parfois ils sont alliés, parfois ils sont ennemis. Vous évoquiez effectivement les drones tueurs, les fameux Bayraktar, mais en Libye, les Russes étaient du côté du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, alors que les Turcs soutenaient à bout de bras le régime vacillant du Premier ministre al-Sarraj. Et en même temps, en Syrie, en 2015, ils étaient dans le même camp. Donc c'est un renversement d'alliance que font les puissances régionales. Mais il ne faut pas oublier une chose pour les Russes qui est très importante, c'est que les Russes n'ont que 2 accès à la mer Baltique au nord, par Kaliningrad, et au sud, vers les mers chaudes, par le Bosphore. Donc en fait, les Russes ne maîtrisent pas cette partie-là. Autant la partie terrestre, c'est une puissance continentale, autant sur la partie terrestre, on va dire, ils maîtrisent, c'est historique, autant sur les parties maritimes, c'est gênant pour eux. En fait, ils ont absolument besoin que leurs produits s'exportent. Par le nord, c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils bloquent sur la Finlande. Parce que la Finlande, la Suède et la mer Baltique, c'est compliqué. Ils vont être eux-mêmes contrôlés par le Nord. Donc le problème, ils doivent s'arranger avec les Turcs. Et les Russes savent très bien que l'arrangement est possible avec les Turcs. Ils le font depuis la Syrie. Ils n'ont pas réussi à le faire sur la Libye, mais ils réussiront probablement à le faire sur l'Ukraine. Encore une fois, c'est un jeu régional dans lequel je pense que la Turquie excelle. Elle a de vraies cartes à jouer. Et ça lui donne un positionnement très important qui aura un impact sur l'Afrique, un impact sur le Moyen-Orient extrêmement puissant qui dépasse largement le cadre de l'Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine a renversé un peu le rapport de force en se trouvant de nouveaux alliés dans ce conflit ukrainien? Alors d'abord, on a eu l'occasion d'aborder cette question sur ce plateau à plusieurs reprises. Il faut toujours faire l'effort de se décentrer de notre occidentalo-centrisme naturel. C'est-à-dire qu'à l'époque où Vladimir Poutine était dépeint, notamment dans les médias occidentaux, comme un homme isolé, malade, épuisé, à bout de souffle, il était quasiment vénéré dans une bonne vingtaine de pays africains avec des manifestations absolument surréalistes. Vous aviez à Bangui une mouvance ultranationaliste, qui s'appelle la Galaxie nationale, qui déployait des banderoles fournies par l'ambassade de Russie à Bangui, évidemment, en République centrafricaine, en disant la RCA, donc la République centrafricaine, et la Russie, ensemble contre le nazisme. Totalement baroque. Mais ça fonctionne pourquoi? Non pas parce que Poutine fascine les sociétés africaines ou moyen-orientales, mais parce qu'il est l'incarnation de l'homme qui défie l'impérialisme occidental, donc le néocolonialisme en gros. Et voilà, et donc nous, on ne s'aperçoit pas qu'un pays comme l'Indonésie
qui est quand même le premier en termes de population pays musulman du monde, s'est aligné sur la lecture de Poutine, qui a voulu se présenter comme l'ultime rempart de la chrétienté en péril. Donc tous ces paradoxes-là, si on prend pas un peu de hauteur et qu'on n'élargit pas le spectre, on comprend pas ça. Mais il y a un dernier point qui est très important. On voit que la Russie cherche à avoir des alliés, parce qu'on peut pas être l'ennemi du monde entier. Premier allié, Xi Jinping, la Chine. Je pense que la Chine, ils ont un vrai souci. Et deuxième point, vous avez Erdogan. Avec des copains comme Xi Jinping et Erdogan, il n'y a pas besoin d'avoir des ennemis à court et moyen terme. Donc le problème, c'est qu'on voit bien que les Russes sont quand même forcés de discuter avec le diable. Et là, il a intérêt à avoir une grande cuillère pour discuter avec eux. Le deuxième point, c'est que ça ouvre des perspectives, comme vous le disiez à l'instant, qui est fort juste, c'est que ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes sur l'Afrique. C'est qu'en fait, les Russes ont besoin d'avoir une troisième voie, un espace de manœuvre, comme on dit, et clairement, l'Afrique devient cet espace de manœuvre. Et moi, je me rappelle toujours ce vote aux Nations Unies le 2 mars de cette année, où en fait, vous avez quand même 35 pays qui sont abstenus, dont 16 États africains, dont le Sénégal, etc. Donc en fait, on est vraiment sur un renversement extrêmement important. Et là, les Russes jouent leur carte avec un danger turc et chinois, mais avec un point favorable qui est globalement l'Afrique. Sur la levée, en 10 secondes, sur la levée des sanctions, avant le plaidoyer pro-domo des Turcs dont on vient de parler, Macky Sall, président des Nations africaines, président du Sénégal supposément plutôt bienveillant vers la France, a été le premier à réclamer la levée des sanctions pour les mêmes raisons. Voilà, l'Afrique, on le rappelle, pillée en ce moment par les Russes et par les Chinois, notamment pour leurs matières premières. Petit rappel aussi, lorsque l'on additionne la Crimée et le Donbass, on y retrouve suffisamment de gaz pour alimenter l'Europe entière pendant 15 ans. Tout cela est peut-être aussi dans l'équation. Sauf des perspectives au gaz sénégalais et mauritanien, pour le coup. Voilà, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est en Ukraine que ça se passe et c'est en Turquie ce matin que les négociations ont lieu. On va continuer à vous faire vivre tout cela en direct sur LCI. Dans quelques minutes également avec nous, la maire adjointe de Boutcha. C'est l'une des villes martyres de l'Ukraine. Elle répondra à nos questions une petite